On a entendu dans les médias, ou peut-être dans certaines rumeurs, que les États-Unis auraient dit à l'Iran que, sans aborder le programme nucléaire iranien, il n'y aurait pas de libération des avoirs iraniens gelés. Autrement dit, ils ne vont pas débloquer ces fonds, puisque tout dépendrait du programme nucléaire de l'Iran. Ce qui va complètement à l'encontre de ce qui avait été dit et écrit dans le protocole d'accord entre les deux parties. Est-ce bien le cas? Oui, je veux dire, si quelqu'un lit attentivement le protocole d'accord, c'est évident que les Américains ne respectent pas leurs engagements. Mais les Iraniens, eux, ne vont pas se laisser intimider. Les Américains doivent être perçus comme remplissant leurs obligations. En d'autres termes, il faut qu'il y ait de réels progrès, conformément au texte. Si vous avez le texte, ou si vos téléspectateurs peuvent le lire, il faut qu'il y ait des progrès réels, pas des progrès de façade. Et ce n'est pas ce qu'on voit. C'est pour ça que les Iraniens n'ont pas envoyé leur équipe de négociation. Et ils ne comptent pas le faire dans les prochains jours, en tout cas pas pour l'instant. Les Américains doivent prendre une décision. Je veux dire, en Iran, cet accord représentait le minimum acceptable. Et comme vous le savez, le guide, l'ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, voulait aller plus loin, disons obtenir un accord plus solide. Ce n'est pas qu'il était contre les négociations, ni contre un accord en soi, mais il voulait quelque chose de plus fort. Ensuite, il a donné un mandat pour négocier. Et dans ce mandat, c'était clair. C'est ça, pas moins. C'est le minimum, et il faut l'appliquer entièrement. En gros, le président Raisi voulait cela. Ce n'est pas lui le négociateur, bien sûr. C'est le docteur Ghalibaf. Certaines personnes pensent que le docteur Ghalibaf et le docteur Pezeshkian sont pareils. Ce n'est pas le cas. Ce sont deux personnes très différentes. Mais quoi qu'il en soit, le guide a accepté cet accord parce que le docteur Pezeshkian a dit qu'il veillerait à ce qu'il soit pleinement appliqué. Et le docteur Ghalibaf, en tant que négociateur, est celui qui doit s'assurer que tout soit bien mis en œuvre. Alors, si les Américains pensent qu'ils peuvent user l'Iran ou le forcer à faire de nouvelles concessions ou quoi que ce soit du genre, ça ne marchera pas. L'accord en soi n'est pas mauvais, mais nous savons que les Américains mentent, qu'ils trichent et qu'ils sont totalement malhonnêtes. Donc, on sait bien que les chances de voir cet accord aboutir étaient faibles. Enfin, toi et moi, on en a déjà parlé. Je n'ai jamais été très optimiste à ce sujet. La seule chose, selon moi, qui pouvait vraiment pousser les États-Unis à appliquer cet accord dans son intégralité, c'était la menace d'une catastrophe économique. Et les Iraniens le savent très bien. C'est pour ça qu'ils ne vont pas abandonner leur levier dans le détroit d'Ormuz. Alors, quand les États-Unis essayent d'ouvrir le détroit d'Ormuz en violation de l'accord, c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire. Retirer à l'Iran son moyen de pression. Ensuite, ils s'abstiendraient de remplir leurs obligations et l'Iran n'aurait plus rien pour répondre à ça. Mais les Iraniens n'accepteront pas cette situation. L'Iran est prêt à aller jusqu'à la guerre. Et pendant qu'on parle, l'Iran est prêt à entrer en guerre. Il se prépare à une nouvelle guerre depuis le premier jour du cessez-le-feu. On pense qu'il y a eu un grand changement depuis cette période. L'Iran a exporté une grande quantité de pétrole parce que beaucoup de ces pétroliers, qui étaient pleins, étaient bloqués. Ces navires sont maintenant en route vers les marchés d'Asie de l'Est. Et ça va aider l'Iran dans les semaines et les mois à venir. Mais si le régime Trump ne commence pas à appliquer sa part de l'accord, la situation économique ne va pas s'améliorer. En fait, elle va devenir encore plus critique. Donc au fond, tout dépend des États-Unis. Ce sont eux qui créent cette crise, pour le monde et pour eux-mêmes.
Encore une fois, tout cela revient au lobby sioniste. Les États-Unis ne veulent pas appliquer l'accord parce que le lobby sioniste ne le veut pas. Sinon, cet accord est bénéfique pour les États-Unis, pour le monde et pour l'Iran. Sa mise en œuvre profiterait à tout le monde. Les seuls acteurs qui ne tirent aucun avantage d'une normalisation entre l'Iran et les États-Unis, c'est le régime sioniste. Donc, en aucun cas, les Iraniens ne feront de concessions concernant le protocole d'accord actuel. Il doit être appliqué dans son intégralité. Sinon, il ne sera tout simplement pas mis en œuvre. Et à chaque étape, je veux dire, si l'Iran doit faire quoi que ce soit de son côté de l'accord, cela dépendra de ce que feront les Américains. Oui. Voici le paragraphe numéro 5 du protocole d'accord. Il dit que dès la signature de ce protocole, l'Iran prendra des dispositions en faisant tout son possible pour assurer le passage sûr des navires commerciaux, sans frais, pendant 60 jours, entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et inversement. Le trafic des navires commerciaux commencera immédiatement en tenant compte de la nécessité d'éliminer les obstacles techniques et militaires, ainsi que du déminage effectué par la République islamique d'Iran dans un délai de 30 jours. Par la République islamique d'Iran, personne d'autre, ni les Français, ni les Américains. L'Iran va engager un dialogue avec Oman, avec le gouvernement omanais, pour définir la future administration et les services maritimes dans le détroit d'Ormuz. Il n'est nulle part question d'une participation des États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Et ces deux événements récents sont liés à ce qui s'est passé entre les deux parties. C'est bien ça. Oui, c'est ça. L'Iran agit donc dans le cadre de son autorité, conformément au protocole d'accord. En d'autres termes, même les Américains le reconnaissent. Pas que l'Iran ait besoin de leur reconnaissance, ni qu'il s'en soucie vraiment, mais pour les besoins de cet accord plus large, même les Américains l'ont admis. Et l'Iran va discuter avec Oman. Mais si Oman ne veut pas en faire partie, alors l'Iran le fera seul, après les 60 jours. Pour l'instant, c'est uniquement l'Iran. Donc l'Iran n'acceptera pas que les Français interviennent. Ils frapperont leurs navires, sans aucun doute. Et ils n'accepteront pas non plus que les Américains imposent des couloirs. Ils veilleront à ce que le nombre de navires qui passent, ou ceux qui passent, le fassent avec le consentement de l'Iran. Sinon, ce sera une très mauvaise nouvelle pour les compagnies maritimes, les assureurs, les équipages. Et bien sûr, les imperp spores the now. Nous avons un nouveau protocole d'accord entre le Liban et Israël. Et je dirais que, pour les Américains, si on pense à celui entre l'Iran et les États-Unis, eh bien celui-là, c'est un peu l'anti-protocole Iran-États-Unis. D'une certaine manière, ils ont voulu aller à l'encontre de l'accord avec l'Iran. En gros, le premier paragraphe qui parle de la situation au Liban explique que la souveraineté du Liban doit être respectée et qu'il faut se retirer du Liban. Pas de guerre au Liban. Puis ils sont revenus avec ce nouveau protocole, justement pour contrer celui qu'ils avaient signé avec les Iraniens. Et quand on regarde les paragraphes, ce qu'ils disent en substance, c'est qu'Israël va rester, qu'ils vont rester dans le sud du Liban, tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. Et le seul point vraiment important à propos du protocole d'accord, celui dont a parlé le président du Parlement libanais, Nabih Berri, c'est qu'il a expliqué que cet accord ne peut pas simplement être appliqué par le pouvoir exécutif tout seul. Il faut qu'il soit ratifié, parce que ce n'est pas un accord à proprement parler. C'est un protocole d'accord, comme son nom l'indique. C'est une feuille de route. Et vous pensez que les États-Unis, à cause de la capitulation qu'ils ont eue dans le protocole d'accord signé avec les Iraniens, ont estimé qu'ils devaient en publier un nouveau pour contredire ce qu'ils avaient fait avec l'Iran? Oui,
sans aucun doute. Aucun doute que ce protocole d'accord entre le Liban et le régime israélien, qui a été imposé au Liban, est illégal selon la loi libanaise, parce que négocier avec les Israéliens est illégal. Donc tout le processus est illégal. Mais ce protocole d'accord n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, il est dans l'intérêt de Netanyahou. Et bien sûr, c'est aussi une violation du protocole d'accord avec l'Iran. Le président et le premier ministre du Liban ont été installés par les Américains et les Saoudiens. Et ils sont là, en gros, pour exécuter la volonté des États-Unis et du régime israélien. Et bien sûr aussi des Saoudiens. Les Saoudiens ont un intérêt très fort à détruire la résistance. Souvenez-vous de cela, gardez-le toujours en tête. L'Arabie saoudite, qui a financé, il y a, je crois, un email entre Hillary Clinton et Huma Abedin. Je crois que c'était sa directrice de campagne. Oui, je pense qu'elle était sa directrice de campagne. Oui. Oui, Huma Abedin. Et dedans, elle dit, je crois qu'elle dit Daesh ou ISIS. L'Arabie saoudite et le Qatar ont financé Daesh ou ISIS, comme elle l'appelle. C'est-à-dire que les Saoudiens, et bien sûr Erdogan aussi, et le Qatar, tous ces pays riches en pétrole du Golfe Persique, qui sont des alliés ou des relais des États-Unis, ont tous financé Daesh. Ils détestent tous la résistance. Leur objectif, c'était de détruire la résistance. Et donc, les Saoudiens et les Américains, ensemble, essaient maintenant de détruire la résistance au Liban avec les Israéliens. Et ces deux personnes, le président et le premier ministre, ont été installés sous la pression des États-Unis. Ils ont menacé des députés en disant « on va vous sanctionner », un peu comme ils le font avec les responsables ou les fonctionnaires de l'ONU qui critiquent Israël, ou avec la Cour pénale internationale, ou avec quiconque critique Israël ou cherche à punir le régime israélien. Les Américains vont alors les sanctionner, les menacer de sanctions ou trouver une femme pour dire qu'ils l'ont violée, ou peu importe. Et là, ils sont allés signer ce protocole d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça arrive à un moment où le régime israélien est isolé et méprisé dans le monde entier. Et à contre-courant, le gouvernement libanais est en train de légitimer ce régime, de le reconnaître à travers des discussions directes. On pourrait penser qu'au minimum, s'ils décident de trahir leur pays, de trahir le peuple palestinien et de trahir la loi du Liban, qui leur interdit de faire ça, ils obtiendraient au moins une énorme concession du régime israélien. Mais non, ils n'ont rien eu. Ils ont offert. D'abord, les Israéliens sont allés presque immédiatement après assassiner un lieutenant-général et son entourage dans le sud du Liban. Et le gouvernement libanais a offert le sud du Liban au régime israélien, lui donnant toute autorité pour faire ce qu'il veut. Donc ce n'est pas vraiment légitime. Et le gouvernement libanais n'est pas vraiment légitime non plus, parce qu'il a trahi la loi, il a trahi la Constitution et il a trahi le pays. Mais en tout cas, tout ça est fait pour que les Américains fassent plaisir à Netanyahou, parce que le protocole d'accord va clairement à l'encontre des intérêts de Netanyahou. Donc, pour compenser, Trump agit de cette façon. Et souvenez-vous, à chaque fois, sauf pendant le siège, les États-Unis ne respectent aucun de leurs engagements. Alors certains diront, et je l'ai souvent entendu, pourquoi l'Iran a-t-il accepté ce protocole d'accord? Eh bien, parce que l'Iran exporte et importe aussi. Le détroit n'est donc pas complètement ouvert, comme on le voit. Les Américains n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ceux qui pensent que les Américains ont eu ce qu'ils voulaient se trompent. Ils ne l'ont pas eu. Ce qu'ils veulent, c'est 150, je ne sais pas combien de navires passent par jour, 150, 200, 170, je ne sais pas exactement combien. Et pour l'instant, à part un jour où ils ont ouvert le corridor, je crois qu'on est monté à 70, le nombre de navires est bien plus bas. Donc l'Iran exporte et importe, et d'autres pays exportent et importent aussi, mais de façon limitée.
Cet accord, ce protocole d'entente, ce n'est pas une victoire pour les États-Unis. En réalité, c'est une victoire pour l'Iran. Mais en s'abstenant de le mettre en œuvre, ça ne donne pas de victoire aux États-Unis. Ça crée une impasse, parce que les Américains n'obtiennent pas ce qu'ils cherchaient, puisqu'ils ont violé l'accord. Et les Iraniens, eux, ne leur donneront pas ce qu'ils veulent tant que l'accord ne sera pas appliqué. Vous pensez que... Enfin, je crois qu'une des principales inquiétudes en ce moment, ce serait qu'avec le temps, l'Iran essaie de contrôler le détroit d'Ormuz. Parce qu'il faut bien comprendre que ce détroit fait environ 25 km de large et que c'est quelque chose comme... Ce ne sont pas des eaux internationales, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Ce sont les eaux iraniennes et omanaises. Ce passage n'est pas assez large pour être considéré comme une voie maritime internationale. Alors, quelle serait la raison pour que les États-Unis soient présents dans la région? Et concernant la dernière attaque, quelle est l'évaluation du côté iranien? Est-ce qu'ils pensent que l'Arabie saoudite, ou certains de ces pays du Golfe, sont utilisés pour attaquer l'Iran? Ou bien est-ce que ce sont leurs porte-avions, leurs avions de chasse, ou peut-être la Jordanie, avec ses avions qui s'approchent des frontières iraniennes pour frapper l'Iran? Parce que, dans le sud du pays, et Sion Yisro, Je ne sais pas. Je n'ai pas posé la question. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Donc je préfère éviter de spéculer, parce que cela mérite une réponse très claire et précise. Ce que je peux dire, en revanche, c'est qu'en réaction aux violations américaines de ces dernières semaines, pas seulement les 2 violations du week-end ou d'il y a 3 ou 4 jours, pas seulement celles-là, mais aussi les précédentes. Les Iraniens n'ont pas bombardé les Émirats, ils n'ont pas bombardé l'Arabie saoudite, ils n'ont pas bombardé le Qatar, mais ils ont bombardé le Koweït et Bahreïn. Et la dernière fois, avant cet incident, ils avaient bombardé la Jordanie, des positions américaines en Jordanie. Donc cette fois-ci, c'est une continuité. D'abord, ils ont frappé Bahreïn, puis le Koweït et à nouveau Bahreïn. Alors, est-ce que les États-Unis ont utilisé l'espace aérien saoudien ou pas? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a clairement une raison. Il y a eu un changement dans la relation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, entre l'Iran et les Émirats, et aussi entre l'Iran et le Qatar, qui explique pourquoi l'Iran n'a pas attaqué ces pays. Et d'après ce que j'ai compris, par exemple, dans le cas des Émirats, ils ont accordé à l'Iran plusieurs concessions importantes dans différents domaines au cours des dernières semaines. Enfin, pas vraiment des concessions, mais disons qu'ils ont essayé de montrer, je ne sais pas si on peut parler de bonne volonté, en tout cas, ils ont modifié leur politique envers l'Iran sur certains points précis pour améliorer la relation. Oui. L'un des points du protocole d'accord entre Israël et le Liban concerne l'aide militaire au gouvernement libanais. En ce qui concerne cette aide, on sait que Tom Barak, en septembre 2025, a déclaré que si on armait le gouvernement libanais, ce serait uniquement pour combattre le Hezbollah, pas pour combattre Israël. Bien sûr. Oui, toutes ces armes qui vont et viennent. Je veux dire, le Liban n'a pas le droit d'avoir de défense aérienne. L'Occident ne le permet pas. Le Liban n'a pas le droit d'avoir une capacité militaire pour se défendre. Et c'est pour ça que la résistance existe. C'est pour ça que le Hezbollah existe. Parce que le Hezbollah dit, regardez, nous sommes prêts à nous désarmer s'il existe au Liban une armée capable de défendre notre pays. Donc, si le gouvernement libanais avait, ou voulait, ou avait la volonté politique de créer une force militaire capable de protéger le pays contre les Israéliens ou contre Daesh, Al-Qaïda ou n'importe quel autre ennemi, alors le Hezbollah ne serait pas armé.
then Hezbollah would not be armed. The only reason why Hezbollah is armed is La because seule raison pour laquelle le Hezbollah est armé, c'est qu'ils savent que s'ils se désarment, Israël prendra le Liban. Tous ces relais de l'Occident, toutes ces ONG au Liban, toutes ces personnes liées aux Saoudiens, aux Qataris, à la Turquie, à l'Occident et aux ambassades occidentales. Quand les Israéliens prendront le pays, eux, ils iront dans leurs appartements, leurs entreprises, leurs villas, parfois même leurs palais en Occident. Mais le pays, lui, comptera des millions de réfugiés. Ce sera un autre Gaza. Ce sera un autre Cisjordanie. Les Israéliens n'ont aucune intention de s'arrêter, et ils parlent maintenant ouvertement du projet du Grand Israël, qui a toujours existé. À l'époque, quand on disait ce genre de choses, on nous traitait de complotistes. Mais maintenant, tout est au grand jour. Plus personne ne peut le cacher. Ils n'ont aucune intention de se retirer du Liban, et tout le monde le sait. Ce que le président et le premier ministre ont fait avec leur délégation, c'est qu'ils ont offert le sud du Liban à Israël. Mais l'Iran ne l'acceptera pas, et le peuple libanais non plus. Ils n'ont aucun mandat populaire. La majorité du peuple soutient la résistance du Hezbollah, et ceux qui ne la soutiennent pas sont des traîtres à la nation. Donc, la seule raison, et je le répète, la seule raison pour laquelle le Hezbollah est armé, c'est qu'il n'y a pas de véritable armée. Les Américains ne font que créer une milice ou une armée de miliciens destinée à tuer la résistance, à tuer les chiites, et aussi les sunnites, les chrétiens et les druzes qui soutiennent la résistance. Ils veulent les éliminer, parce qu'ils savent que ce sont les seuls à se soucier du peuple palestinien, de la résistance et de ses alliés. Alors cette armée, elle servirait à les écraser, à les détruire, à en finir avec la résistance. C'est pour ça qu'ils ont renversé la Syrie. Ils ont détruit la Syrie et installé un régime fantoche pour anéantir la résistance. Maintenant, ils veulent la détruire au Liban. Et ça, évidemment, faciliterait beaucoup les politiques expansionnistes du régime israélien. Regardez la Syrie. Le régime israélien y a déjà pris d'immenses portions de territoire. Tu penses qu'ils vont battre en retraite? Non. Qu'est-ce que Jolani est en train de faire? Il tue certains de ses rivaux à Idlib, dans le nord, avec l'aide des Américains. Il envoie ses hommes de main tuer des gens le long de la côte, encore une fois. Et à Damas, au lieu de protéger le pays, au lieu de reprendre les territoires dans le sud, ils passent leur temps à tuer des gens. Et bien sûr, les Américains sont contents de lui. En plus, il ferme la frontière entre la Syrie et le Liban pour s'assurer qu'aucune aide ne soit introduite clandestinement au Liban pour la résistance. Voilà, c'est ça le fond de l'histoire. C'était pour détruire la résistance contre le régime israélien. Et la population, la majorité des Libanais, n'acceptera pas ça.